La job de mon système nerveux, c'est de me garder en vie. Heureux, c'est pas tellement sa tasse de thé. Et quand tu glisses sous la ligne parce que ton système nerveux a perçu une menace, le plus intelligent que tu peux être sur le pilote automatique, c'est combattre, fuir, figer, t'évanouir, joindre la menace. Autrement dit, c'est de répondre avec les stratégies qui sont intégrées dans ton système nerveux pour faire face à la menace. C'est là la posture. Quand on parle du moment, de l'espace entre le stimulus et la réponse, c'est pour, calmer le système nerveux puis être capable de dire « OK, c'est quoi l'opportunité ici? » Bonjour et bienvenue à Curiosité radicale. Mon nom est Ghislain Lévesque et aujourd'hui, épisode numéro 11 intitulé « Performance sous pression, ce que la volonté ne peut pas faire ». Dans cet épisode, on couvre 3 choses particulières. Premièrement, pourquoi la volonté ne suffit pas quand tu es sous pression. Et tu vas voir, il y a une raison neurologique et cette raison-là change tout. Deuxièmement, on va parler des 6 engagements concrets que les leaders les plus performants utilisent pour naviguer quand leur système nerveux a pris le dessus. Pas de la théorie, quelque chose de vraiment pratique. On va s'appuyer sur une partie des engagements du leadership conscient, du Conscious Leadership Group. Et troisièmement, le lien entre tout ça et ton équipe n'a aucune vision, connaissance de tes intentions. Ce qu'elle voit, c'est l'impact que tu as sur eux. Et bien sûr, par le fait même, ils ne voient pas que ton système nerveux peut s'activer d'une façon ou d'une autre. Commençons par le premier élément. Pourquoi essayer de remonter ne fonctionne pas? D'abord, à l'intérieur du cerveau, il y a une composante qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale, plusieurs fois à la seconde, s'interroge, se questionne à savoir est-ce que je suis en sécurité ici et maintenant. Depuis le début de ce balado, de ce podcast, plusieurs fois à la seconde, cette partie-là de ton cerveau s'est posé la question, est-ce que je suis en sécurité ici, maintenant? Ici, maintenant, dans ton environnement, ici, maintenant, avec cette personne, ici, maintenant, avec les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre système nerveux a été conçu pour assurer notre survie. Et je dis souvent, la job de mon système nerveux, c'est de me garder en vie. Heureux, c'est pas tellement sa tasse de thé. Ce qui fait qu'on est majoritairement en mode extéroception, c'est-à-dire que mon système nerveux va scanner le monde extérieur. Extéroception, c'est tout ce qui est à l'extérieur de ma peau, à l'extérieur de mon corps. Ce qui fait qu'on fait très peu d'interoception, c'est-à-dire ce qui part de la surface de la peau vers l'intérieur. Donc, plusieurs fois à la seconde, j'ai une partie sur laquelle je n'ai pas de pouvoir, qui pose la question, est-ce que je suis en sécurité ici maintenant? Quand mon système nerveux perçoit une menace, c'est là, si je ne suis pas en mode conscience ou pleine conscience, ou appelle ça comme tu veux, c'est là qu'on va glisser sous la ligne, cette ligne qui départage le monde réactif du monde créatif. Réactif en bas de la ligne, créatif en haut de la ligne. Et quand tu glisses sous la ligne parce que ton système nerveux a perçu une menace, le plus intelligent que tu peux être sur le pilote automatique, c'est combattre, fuir, figer, t'évanouir, joindre la menace. Autrement dit, c'est de répondre avec les stratégies qui sont intégrées dans ton système nerveux pour faire face à la menace. Évidemment, il y a des moyens, on en a parlé dans les épisodes précédents. On a parlé du pivot intérieur, pivot qui était un acronyme P-I-V-O-T, qui faisait référence à la démarche à suivre pour passer du en bas de la ligne à en haut de la ligne. Je vais aller te laisser écouter cet épisode-là. Je ne vais pas reprendre ça ici. Mais sache que quand j'accompagne des leaders, une des choses qu'ils me disent régulièrement, c'est « Ah, tabarouette, je l'ai encore échappé ». Évidemment, il y a un travail qu'on peut faire de conscience, il y a un travail qu'on peut faire dans la posture, il y a un travail qu'on peut faire dans cet espace appelé par Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace.
Et plus j'allonge cet espace-là, plus j'ai la capacité de répondre à la vie plutôt que de réagir. Et assurément, pour être un leader conscient, ça veut dire que j'accède à ce petit espace qui me permet justement d'allonger le temps de quelques millisecondes, de quelques secondes, peut-être même de quelques minutes si je choisis de prendre du recul, de faire une respiration consciente, d'aller prendre une marche, de nommer, d'entrer en relation avec moi, dans le but de mieux entrer en relation avec ce que la vie m'offre, ce que j'appelle danser avec la vie. Si j'entre en relation avec moi-même, je peux donc entrer en relation avec ce qui est vivant. Je peux aussi entrer en relation avec ce qu'il y a là autour de moi. Ça peut être des humains, ça peut être le chaos, ça peut être une opportunité, etc. En bas de la ligne, on a tendance à voir des problèmes. En haut de la ligne, on a cette capacité à saisir les opportunités. Dit autrement, c'est que quand je suis en bas de la ligne, j'ai une menace à éteindre. En haut de la ligne, j'ai la possibilité de me tourner vers une opportunité. Donc, essayer de remonter, c'est pas juste de dire je vais aller pousser avec mes pieds dans le fond du baril, puis je vais me donner un élan, puis je vais remonter en haut de la ligne. Non, non. L'enjeu, c'est d'être émotionnellement, d'être dans mon système nerveux en haut de la ligne. Ça veut donc dire que j'ai besoin d'appliquer le pivot pour pouvoir apaiser mon système, revenir au calme et réaccéder aux autres parties de mon cerveau, limbique, néocortex, etc., pour être capable de composer, autant dans la relation, autant dans les émotions, autant, bien sûr, dans ma rationalité, dans ma capacité à utiliser l'information, entre guillemets, de façon intelligente. Deuxième segment, je vais te parler de 6 engagements importants du leadership conscient qu'on utilise et sur lesquels on met beaucoup d'emphase. Évidemment, je te les présente aujourd'hui. Ça va prendre plus que ça pour être capable de les intégrer, mais déjà, de les entendre, peut-être pour une première fois, ça va être excellent. Engagement numéro 1, c'est responsabilité radicale, responsabilité à 100%. L'idée centrale, c'est que quand on glisse sous la ligne, notre réflexe, c'est de jouer le triangle dramatique. Victime, bourreau, sauveur. En mode victime, je vais expliquer pourquoi mon état actuel, c'est pas de ma faute. Je suis dans cet état-là à cause de mon patron, mes collègues, un client, mes enfants, mon amoureux, mon amoureuse, etc. En mode bourreau, où là, je serai en train de critiquer quelque chose ou quelqu'un, ou en mode sauveur, où je tenterai de sauver la mise. Donc, mon cerveau cherche à expliquer la menace en pointant quelque chose du doigt ou en expliquant quelque chose. Ça se fait de façon naturelle. C'est un mécanisme de survie. Le problème, c'est qu'en leadership, cette réponse primitive sabote la résolution de problèmes, sabote la collaboration, sabote la confiance, donc la performance à long terme. Par exemple, un dirigeant en réunion qui vient d'apprendre qu'un projet a déraillé, sa première réaction, ça va être quoi? Chercher un coupable. C'est qui a manqué son coup? C'est qui n'a pas fait son travail? La responsabilité à 100%, c'est plutôt de se dire, OK, qu'est-ce que cette situation-là déclenche chez moi? Et là, ça donne l'occasion de, gérer mes émotions et deuxièmement, de regarder la situation avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de perspective. Donc, la phrase clé, tant que tu cherches un coupable, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Engagement numéro 1, responsabilité radicale ou responsabilité à 100%. Deuxième engagement, intégrité. L'idée centrale de tout ça, c'est que quand on glisse sous la ligne, mon système nerveux, mon ego, va tenter de jouer un peu avec l'histoire pour faire en sorte que je paraisse mieux. Le manque d'intégrité, ça crée ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Ton cerveau sait que quelque chose ne concorde pas, mais en même temps, ton ego, il continue à raconter une histoire qui t'avantage. En passant, c'est pas à savoir est-ce que tu es une personne intègre ou pas.
Je suis convaincu que tu es une personne intègre. Et en même temps, je suis convaincu qu'il y a des moments où tu ne l'es pas. C'est la même chose pour moi. Il y a des moments où, dans mon inconscience, je vais me mettre à raconter une histoire qui va expliquer pourquoi je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ah, je n'ai pas eu le temps, j'ai été dérangé, j'ai reçu un appel d'urgence, blablabla, blablabla. Au final, qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'expliquer pourquoi je n'ai pas fait quelque chose, un engagement, je n'ai pas respecté un engagement que j'avais pris. Pense à un moment où tu as participé à une réunion, où tu as fait croire à ton équipe que tu allais embarquer dans un projet ou que tu endossais un projet, mais qu'au fond de toi, tu savais, par exemple, que ce n'était pas le cas. L'intégrité, ce n'est pas une valeur morale. L'intégrité, c'est une pratique énergétique. Engagement numéro 3, ressentir ses émotions. Ah, celle-là n'est pas simple. Pour la majorité des leaders, se connecter à son corps, se connecter à ses émotions, c'est un exercice qui est difficile. Quand on est sous la ligne, on a très peu de capacité à ressentir nos émotions. Et non, les émotions ne peuvent pas être contrôlées. Je ne peux pas contrôler mes émotions. Je peux avoir l'impression que je les contrôle, mais au final, quand quelqu'un est un peu affiné dans l'art de t'observer, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne sait pas forcément que tu es en train de contrôler quelque chose, quoique souvent ça va paraître, mais un observateur affûté va être capable de faire comme « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Et c'est souvent dans ces occasions-là que j'appelle un temps mort et je dis à l'autre « Comment tu te sens ?» Cette semaine, en rencontre avec un jeune leader, je lui pose la question « Quelles sont tes forces ?» Il me répond. C'est pas super étoffé comme réponse, mais c'est une réponse. Et quand je lui ai demandé quelle est ton opportunité, là, il s'est mis à me raconter une histoire, et à me raconter une histoire, et à me raconter une histoire. Et plus il racontait une histoire, plus il s'enfargeait dans ses mots, plus il essayait de créer une histoire qui se tenait. C'était de la dissonance cognitive, finalement. Puis à un moment donné, j'ai juste fait le signe du temps mort. Il s'est arrêté. Puis je lui ai posé la question, « Comment tu te sens là maintenant? » Puis là, il m'a dit, après un petit moment de connexion à soi ou de réflexion, je ne peux pas répondre à cette dimension-là pour l'instant, je n'ai pas posé la question, il m'a dit, « Ouais, je ne suis pas très confortable, je me sens un peu nerveux. » Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que dans le fond, la vraie réponse était peut-être plus du style, « Sais-tu quoi, Ghislain, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question-là. » Ce qui n'était pas bien ou mal en passant. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'une émotion qui n'est pas alimentée par l'ego, par le mental, dure à peu près 90 secondes. Par contre, on a cette capacité avec le mental, avec le ronron, de maintenir une émotion qui va perdurer dans le temps. Et c'est le cinéma mental qui va justement permettre de tout ça. On a vu dans des épisodes précédents, mais rapidement, c'est donc important de connecter avec le corps, d'identifier l'émotion, d'être capable de la nommer et idéalement de faire l'exercice jusqu'à identifier quels sont les besoins à la base de cette émotion-là. Je te rappelle qu'une émotion, c'est souvent comme une lumière dans le tableau de bord qui dit qu'il y a quelque chose que mon système nerveux, mon corps, moi-même, on a de besoin. La phrase clé ici, c'est « ce que tu ne ressens pas te mène par le bout du nez ». Engagement numéro 4, franchise radicale. Dire la vérité. Ce n'est pas la même chose que l'intégrité. L'intégrité, c'est l'alignement interne. Dire la vérité, c'est l'expression externe. C'est nommer ce qui se passe. À toi d'abord et, si nécessaire, aux autres ensuite. Le silence autour de la vérité non dite crée ce que les chercheurs appellent un éléphant dans la pièce. Tout le monde le voit, personne ne le nomme, et ça consomme l'énergie collective du groupe. Il manque de vérité qui circule.
Parce que quand la vérité n'est pas présente, l'énergie est bloquée, les informations sont utilisées comme des enjeux politiques. Et on va se mettre à préserver plutôt qu'à collaborer. La phrase clé, c'est « La vérité retenue par confort devient inconfortable pour tout le monde ». Ce qui nous fait dire que nous, comme leaders, nous avons à choisir nos inconforts. Est-ce qu'on priorise notre inconfort personnel ou est-ce qu'on priorise le confort du groupe? Engagement numéro 5, éliminer les hypothèses. En dessous de la ligne, le cerveau déteste le vide, ce qui fait qu'il va combler avec ses peurs, ses expériences, ses blessures, avec des choses qui sont là dans mon baluchon. À partir de là, on va aussi se mettre à prêter des intentions aux autres, on va se mettre à travailler avec des hypothèses. Au final, j'appelle ça de l'information biaisée. Si quelqu'un venait vers toi et qui disait « Je m'apprête à te transmettre de l'information biaisée » et qui te transmettait cette information-là, est-ce que c'est de l'information que tu te mettrais à utiliser pour prendre tes décisions, pour poser des gestes, etc.? Il y a des fortes chances que la réponse, ça soit non. Par contre, il y a plein de moments où on est aux prises avec des informations biaisées. Le cerveau, il prédit en continu. Son travail, c'est de percevoir, analyser, juger, parce que à la base de ce qu'il a à faire, c'est de te garder en vie. Et il y a plein de moments où c'est parfait. Je suis content, moi, d'être capable de généraliser, je suis content d'être capable de percevoir, de juger. En fait, quand je conduis, je perçois et je juge. La distance, est-ce que ma voiture passe dans cet espace-là? Est-ce que je suis mieux d'aller à gauche ou à droite? Est-ce qu'il y a un trou sur la chaussée? Est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça? Est-ce que j'ai assez d'espace pour reculer? Donc, je perçois et je juge. Il y a des avantages à tout ce que mon cerveau fait. Perception, jugement, interprétation, prédire. Tout ça, c'est parfait parce que ça me permet de traiter l'information rapidement. Ça me permet d'être en vie par moment et à d'autres moments en survie. Mais imagine que pendant un moment, il y a un vide et que ton cerveau remplit le vide. Tu as écrit un message à un membre de ton équipe, à ton associé, à ton amoureux, ton amoureuse. Tu vois bien que la personne a vu, hein, parce que c'est marqué « lu » ou si tu utilises Messenger ou Teams ou peu importe, tu vois que la personne a lu le message, mais il n'y a pas de réponse. Et là, tu te mets à créer des hypothèses. Peut-être qu'il est fâché, peut-être qu'il ne m'aime pas, peut-être que je l'ai blessé, peut-être que. Et si tu n'as pas cette capacité de prendre du recul, tu vas assurément être coincé dans l'information potentiellement biaisée. La phrase clé ici, c'est que tu souffres rarement de ce qui arrive, tu souffres généralement de l'histoire que tu te racontes par rapport à ce qui arrive. Et dernier engagement que je veux te parler aujourd'hui, ça a un lien direct avec le nom de ce balado, de ce podcast, être curieux. La curiosité, c'est neurologiquement incompatible avec la menace. Quand la menace est perçue, être curieux, c'est pas tellement le réflexe qui est mis en place. Tu peux pas être foncièrement curieux et rester en mode survie en même temps. C'est pour ça que cet engagement-là est super puissant, parce que ça permet la sortie. Premier engagement, être capable de prendre responsabilité pour ce qui arrive. Deuxième engagement, être intègre à l'intérieur. Troisième engagement, ressentir ce que ça te fait vivre. Quatrième engagement, dire la vérité à toi-même, aux autres. Cinquième engagement, éliminer les hypothèses. Sixième engagement, curiosité radicale. La curiosité, ça active cette partie du cerveau qui va justement chercher les solutions, qui va
voir des opportunités au lieu d'essayer de régler des problèmes. Donc, et la beauté de ça, c'est que la curiosité va activer la partie ou le réseau récompense du cerveau. Dopamine, etc., etc. Et il y a une multitude de chercheurs en neurosciences qui ont démontré que la curiosité est l'un des états les plus régulateurs qui existent. C'est donc pas une coïncidence que on arrive à la fin de la saison 1 et qu'on commence à attacher un paquet de morceaux autour du thème de la curiosité. La curiosité radicale, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe vraiment ici? C'est quoi mon opportunité? C'est là la posture. Quand on parle du moment, de l'espace entre le stimulus et la réponse, c'est pour, calmer le système nerveux et être capable de dire, OK, c'est quoi l'opportunité ici? La phrase clé, c'est la curiosité, c'est le début de la réponse. Alors, comme tu peux voir, exercer un leadership conscient, être dans la performance durable, exercer un leadership humaniste qui tient compte autant de l'humain que de la performance, c'est un état physique et c'est surtout un état physiologique, un état de mon système nerveux. Je parle souvent du territoire hormonal ou du terrain hormonal d'une personne. Imagine si tu es fatigué, si tu es mal nourri, si tu es déshydraté, si tu n'es pas en forme, tu es en surplus de poids, si il arrive une multitude de choses en lien avec ta santé physique, émotionnelle, mentale, inspirationnelle, tout ça, c'est des facteurs qui viennent impacter la capacité que tu as à prendre une posture de leadership conscient, assumé, humaniste, etc. Ça change donc tout dans ta réalité de leader. Bien sûr, tu peux être accompagné, tu peux être coaché, tu peux travailler sur ta posture intérieure de leadership et c'est une invitation qu'on fait chez Vitalité Performance. Mais notre parcours Vitalité 360 va plus loin que ça. C'est qu'en plus de soutenir le leader dans sa posture de leadership, on met en place les deux autres piliers qui viennent supporter ça. Le pilier de la physiologie, le corps, un corps en santé bien nourri, dont le niveau de stress est régulé, et toute la dimension neuro-émotionnelle. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle de flow performance. Et quand on allie la neuro-émotionnelle, le pilier neuro-émotionnel, le pilier physiologique et le pilier du leadership conscient, c'est ce qui constitue notre modèle de travail, Vitalité 360. On a exactement tout ce dont on a besoin. Tu peux donc pas, en résumé, te raisonner pour passer du bas vers le haut. C'est pas en raisonnement qu'on va passer du bas de la ligne en haut de la ligne. C'est par la curiosité. Apaiser d'abord le système nerveux et deuxièmement, passer en haut de la ligne. On a aussi parlé des 6 engagements principaux avec lesquels on travaille. Responsabilité radicale, pratiquer l'intégrité, ressentir ses émotions, dire la vérité, éliminer les hypothèses et curiosité radicale, faire preuve de curiosité. Et finalement, la curiosité radicale, c'est pas juste une posture. C'est ton moyen de quitter le monde de la réaction pour te tourner vers celui de la réponse. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas, partage cet épisode avec un leader de ton entourage, un membre de ton équipe, quelqu'un autour de toi qui aurait avantage à reconnaître qu'il a ou qu'elle a glissé en dessous de la ligne. Le leadership conscient, c'est pas être parfait puis être toujours en haut de la ligne en tout temps. C'est savoir où est-ce que tu te situes. Et quand tu es en bas de la ligne, être capable de mettre en place les mécanismes qui vont te permettre de faire des choix conscients, de créer davantage de sécurité psychologique, de collaboration, d'innovation, évidemment, de performance durable. Merci d'avoir été là. Au plaisir de te retrouver dans l'épisode numéro 12. À bientôt. Ciao.